Pensez à une ville. D'un côté, une carte postale de Provence, de l'autre, un géant industriel. Ça semble impossible, non? Et pourtant, c'est toute l'histoire de Martigues. Aujourd'hui, on plonge dans le récit de cette ville française, vraiment pas comme les autres. Alors voilà le cœur du sujet. Comment est-ce possible? Comment une même ville peut-elle être surnommée la Venise provençale et, en même temps, être un des plus grands pôles pétrochimiques? C'est tout le paradoxe de Martigues, un endroit où ces deux réalités, la carte postale et l'industrie lourde, cohabitent au quotidien. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut retourner aux origines, à sa fondation même. Une fondation qui, vous allez voir, est née de la rivalité. Parce que bien avant que la ville de Martigues existe, il y avait ce lieu, un emplacement ultra stratégique, coincé entre les deux grandes rivales de l'époque, Arles et Marseille. Forcément, tout le monde le voulait. Figurez-vous qu'on y a retrouvé des traces d'occupation qui remontent à 2500 ans, à l'époque des Gaulois. Donc, pendant des siècles, il n'y avait pas une ville de Martigues. Non, non, c'était en fait 3 bourgs bien distants, et même rivaux, chacun avec sa propre identité. On avait Ferrières, l'île au centre et Jonquière. Et là, tout change en 1581. C'est l'année clé. Un acte d'union est signé, et ça met fin à des siècles et des siècles de querelles. Les 3 bourgs acceptent enfin de fusionner. C'est le moment précis où la ville de Martigues, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est officiellement née. Maintenant qu'elle est unifiée, la ville va pouvoir se concentrer sur ce qui fait sa plus grande force, son atout maître, l'eau. C'est grâce à elle que Martigues va bâtir sa richesse. Et ça ne traîne pas. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la ville connaît un véritable âge d'or. La pêche, le commerce, la construction de bateaux, tout ça explose. Le port de Martigues devient si important qu'il arrive même à faire de l'ombre au mastodonte voisin, Marseille. C'est dire. Puis on avance dans le temps. Le siècle d'après, la ville va carrément remodeler son paysage. On lance des projets d'ingénierie colossaux. D'abord, en 1863, on aménage le canal de Charente pour connecter l'étang à la mer. Une étape cruciale. Et ensuite, en 1915, on construit cet incroyable viaduc ferroviaire pivotant qui va définitivement sceller cette connexion. Et voilà comment cette image romantique est née. Tout ce réseau de canaux, cette vie organisée autour de l'eau, c'est ce qui va lui donner ce surnom célèbre qui lui colle à la peau encore aujourd'hui, la Venise provençale. Mais au XXe siècle, tout va être mis en question. Un changement brutal, un véritable choc industriel va venir frapper à la porte et redéfinir complètement, mais alors complètement, l'identité de la ville. La rupture est totale. Fini la petite ville de pêcheurs tranquilles. Martigues se transforme, se métamorphose en un géant industriel et portuaire. C'est un basculement complet, que ce soit pour l'économie, l'identité, le paysage, tout change. Et qu'est-ce qui a provoqué cette révolution ? Eh bien, des projets gigantesques. Ça commence en 1933 avec l'installation de la raffinerie de l'Aveyras. Et puis après, la Seconde Guerre mondiale, c'est l'explosion du pôle pétrochimique de Fos-l'Aveyras. Un complexe industriel immense qui, encore aujourd'hui, est le poumon économique de toute la région. Alors, la question se pose, comment on fait pour gérer ça ? Ce grand écart entre l'héritage de la Venise provençale et cette nouvelle réalité de monstre industriel. Eh bien, à Martigues, pendant 40 ans, la réponse a été portée par un seul homme, son maire, Paul Lombard. Imaginez, de 1969 à 2009, 40 ans à la tête de la ville. Pendant ces 4 décennies, Paul Lombard a piloté une modernisation absolument incroyable. Des routes, des bibliothèques, des usines pour l'eau, des théâtres. Il a littéralement construit le Martigues que l'on connaît aujourd'hui. Mais attention, ce n'était pas juste une accumulation de projets au hasard. Non, il y avait une vraie vision derrière tout ça. Une stratégie très claire, trouver l'équilibre. L'équilibre entre la croissance industrielle d'un côté et la qualité de vie et l'identité de la ville de l'autre. Donc oui, il a construit des routes et des hôpitaux, mais en même temps, il a fait rénover le cœur historique de la ville et il a mis énormément d'argent dans la culture. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui son héritage, celui d'un aménagement raisonné. C'est une belle expression, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a réussi à trouver un chemin pour construire un avenir industriel sans pour autant sacrifier l'âme de la ville. Ok, donc après tout ça, après cette histoire si riche et si complexe, à quoi ressemble le Martigues d'aujourd'hui ? Eh bien, c'est une sorte de synthèse de toutes ces époques. Un mélange fascinant de son passé et de son présent. C'est une ville où l'industrie lourde, le patrimoine historique, une vie culturelle riche et des services publics performants, tout ça cohabite. Ce n'est pas toujours simple, bien sûr, il y a des tensions, mais ça forme un tout qui fonctionne. En fait, on pourrait voir l'identité de Martigues comme des couches géologiques. Il y a les racines gauloises tout au fond, par-dessus, le cœur vénitien. Encore au-dessus, le moteur industriel.
Et enfin, la couche la plus récente, cette vision moderne. Et toutes ces strates sont encore visibles et toutes sont absolument essentielles pour comprendre ce qu'est Martigues. Au final, l'histoire de Martigues, c'est bien plus que l'histoire d'une seule ville. Elle pose une question qui est en fait hyper actuelle et qui nous concerne tous, où que l'on vive. Comment fait-on pour honorer son passé, pour préserver son héritage, tout en se tournant résolument vers l'avenir ?